Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des Pod Trip en partenariat avec TV5 Monde et la plateforme de streaming mondiale TV5 Monde Plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Yasmina Khadra. C'est un des écrivains les plus lus et les plus traduits au monde et vous avez certainement eu l'occasion de lire un de ses nombreux ouvrages. Ça fait plus de 30 ans qu'il écrit des romans sur des thématiques passionnantes et notamment le dernier, Le Prieur de Bethléem, qui vient de sortir il y a quelques mois et dont nous allons parler dans ce podcast. Alors bonjour Yasmina Khadra, comment ça va? Ça va très bien, on essaie de survivre à la canicule. Mais oui, heureusement on a la clim dans le studio parce que sinon qu'est-ce qu'on deviendrait? Et donc, alors avant de parler de ce livre et de votre actualité, j'aimerais revenir au commencement en fait. On a dû vous poser la question 1000 fois, mais je peux pas m'en empêcher. À quel moment vous vous êtes dit l'écriture, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est mon destin, on va dire. Est-ce qu'on se dit ça d'ailleurs en tant qu'écrivain? J'avais peut-être 7 ans, 6 ans. Et j'allais souvent dans le souk parce que c'était pour moi le territoire de toutes les rêveries. J'adorais le souk, j'adorais le bruit du souk, les troubadours, enfin les crieurs, tout le monde était là. Et un jour, je m'étais arrêté devant le podium d'un charlatan qui se faisait passer pour un poète, un troubadour. Et j'ai adoré sa façon de mentir et de raconter n'importe quoi. Mais J'adore. Oui. Et c'était déjà le début de la fiction, quoi. Et à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais plus tard, quand je suis revenu un peu plus âgé, un peu plus alerte, un peu plus lucide, un peu plus instruit, je me rendais compte qu'il disait n'importe quoi. Oui, mais autour d'eux, il y a un auditoire qui est fasciné. C'est ça. Voilà, et je me suis dit, moi, je ne dirais pas n'importe quoi, mais j'aimerais bien avoir cette facilité, cette fluidité dans le langage. Et c'était dans quel souk en Algérie, j'imagine? À Oran toujours. Eh oui, à Oran. Je vis à Oran depuis 1958 quand même. Eh oui, un vrai, un 100% radé. Et vous avez signé des romans qui sont devenus incontournables. Il y en a tellement, je ne sais même pas lesquels citer. Tous. Tous. Allez, tous. Mais il y en a quelques-uns, c'est vrai, qu'on connaît, comme par exemple Ce que le jour doit à la nuit, Les hirondelles de Kaboul, Les sirènes de Bagdad. Il y en a tellement. Les vertueux, donc avec le recul, c'est lequel vraiment on peut dire qui vous ressemble le plus aujourd'hui? Ou alors ils vous ressemblent tous? Ils correspondent peut-être à des périodes de votre vie? C'est vrai que vous êtes tellement prolixe. Je pense que le livre qui est le plus proche de moi, c'est Les Vertueux. D'accord. Heureusement, Parce je l'ai que cité. Mon personnage est peut-être la doublure de ma mère. Il a la même humanité, la même sagesse et surtout la même aptitude à accepter tout le poids du malheur et de la tourmente sans jamais fléchir. Ma mère était cette militante de la survivance. Elle était analphabète, elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle avait cette capacité de surmonter toutes les épreuves, ou peut-être de les absorber. Elle était comme une éponge, tous les malheurs du monde, elle parvenait à les absorber et à les enfermer en elle. Et donc, moi, je ressemble un petit peu à ma mère. Donc, je me reconnais beaucoup plus dans Yassine de Les Vertueux que dans d'autres personnages. Et quand vous dites que votre mère, elle arrivait à absorber toutes les souffrances, à les surmonter, et vous pensez qu'elle tient cette force d'où, en fait? Je sais pas, d'une sagesse, je ne sais pas d'où elle vient, cette sagesse, mais elle a, je ne sais pas, c'est une femme, moi je préfère dire c'est une dame. Ma mère, c'est une dame. Elle n'a jamais pensé à faire du mal. Et elle n'a jamais eu cette volonté de se venger de quoi que ce soit. Elle acceptait tout, et pour elle, ça fait partie de la vie. Ce sont des leçons de vie. Toutes ces souffrances, ces douleurs, ces désillusions, ces déboires, ces déconvenus, c'était tout simplement un enseignement permanent. Une stoïcienne algérienne, on peut dire presque. Oui, elle était peut-être un peu plus que... Encore plus qu'elle avait plus de joie de vivre, peut-être. Non, elle n'a jamais été... Je ne me souviens pas de l'avoir été heureuse 5 minutes. D'accord. Elle tombait tout de suite dans une sorte de mélancolie, mais un peu cosmique. Moi, ma mère, c'est un grand mystère pour Une moi. grande dame. Ouais. Elle avait l'air vraiment fascinante. Et vos livres, bon, alors ils sont traduits dans des dizaines de langues, partout dans le monde. Franchement, il y a de quoi être fier.
Selon vous, qu'est-ce qui touche autant les lecteurs? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'approprient vos livres, qui se C'est sentent impliqués dans vos romans? c'est tout simplement le facteur humain. Je me rappelle, les Japonais avaient beaucoup de mal à me traduire. C'est-à-dire quand ils venaient dans les salons, que ce soit à Francfort ou bien à Londres ou bien à Paris ou un peu partout, ils entendaient parler de moi. Ils savaient que j'étais quelqu'un d'important. Et ils ont lu, surtout la presse américaine, elle est lue par tout le monde. Et moi, j'étais encensé par la presse américaine. Mais ils se disaient, est-ce que c'est un Algérien? C'est un Algérien, il a sa propre culture, sa propre mentalité. Est-ce qu'il pourrait intéresser les Japonais? Et pendant des années, ils ont préféré ne pas prendre le risque de me traduire. Et puis un jour, un éditeur, a eu ce courage. Il m'a traduit et ça a été, hop, c'était dithyrambique. La presse était dithyrambique. C'est comme ça qu'on a découvert un petit peu la littérature algérienne. Et maintenant, on a même à l'université de Tokyo une Incroyable. branche littérature algérienne. Pas maghrébine, pas africaine, mais algérienne. Vous savez, Voilà. il y a un Algérien que j'ai rencontré à Tokyo. Il est marié à une Japonaise. Il a créé un site qui s'appelle Zerifi Tokyo. Je vous invite à aller regarder, c'est très amusant. Et il s'est approprié aussi cette culture japonaise et il contribue à diffuser la culture algérienne là-bas. Donc, vous Mais avez en un ému là. réalité, la culture nous rassemble. Tout à fait. Voilà, ces éditeurs-là qui étaient un petit peu réticents ou carrément rétifs, ils ne savaient pas qu'ils n'avaient rien à voir avec la culture. Quand vous voyez un film touchant, qu'il soit japonais ou du Lesotho, je ne sais pas, ou américain, et ça vous touche parce qu'il y a Bien une part sûr. il interpelle au profond de vous-même cette part d'humanité qui vous singularise. Et puis, avec ce film, ça va vous généraliser et vous allez vers les autres. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la meilleure façon peut-être aujourd'hui de réconcilier les êtres, c'est la culture. Ah oui, c'est très Ce n'est juste. pas l'histoire, Ouais. ce n'est pas la religion, ce n'est rien d'autre que cette générosité qu'on appelle le don de soi dans l'art, le don de soi dans le verbe, le don de soi dans la musique ou dans le cinéma. Ou dans la littérature. Voilà. Et donc l'Algérie, on en parlait tout à l'heure, elle est omniprésente quand même dans votre œuvre. C'est à la fois un décor, une mémoire et presque un personnage. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec votre pays? Charnel. Une relation charnelle. Quelquefois, je vais jusqu'à prétendre qu'elle m'a choisi pour la raconter. Je me suis dit, l'Algérie m'a choisi pour la raconter. Je suis ce qu'elle considère comme son fils le plus fiable. Je ne l'ai jamais trahi. J'ai préféré renoncer à toutes les gloires pour elle. Et depuis, dans les moments les plus difficiles qu'avait traversé l'Algérie, j'étais là. J'ai pris tous les risques de la défendre alors que tout le monde voulait sa tête. Voilà, c'est un pays que j'adore. C'est un pays que j'incarne. Je suis là. Voilà, et j'essaie de prouver au monde que derrière tous ces clichés, tous ces raccourcis stupides, il y a une nation magnifique. Et je pense que le meilleur des peuples au monde, c'est le peuple algérien. Vous ne trouvez pas un peuple aussi attachant que le peuple algérien. C'est pour ça qu'en France, on ne le comprend pas. C'est-à-dire, on ramène l'Algérien à un petit casseur ou un petit voyou et on ne voit pas toute cette générosité qui est là, qui est offerte à n'importe qui. Vous savez, avec un Algérien, au bout de 3 minutes, vous êtes déjà un ami intime pour lui. Il est capable de vous donner sa dernière chemise. Voilà, c'est ça, moi. Oui, c'est vrai d'ailleurs que les touristes qui vont en Algérie, qui Oui, ne sont pas algériens, ils disent tout ça. Ils n'en reviennent pas. Oui. Ils n'en reviennent pas. Et j'avais écrit dans un livre, il y a peut-être une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, j'ai dit que ce qui est l'important en Algérie, ce ne sont ni les sites historiques, ni les monuments, le plus important, ce sont les êtres humains, les Algériens. Ce sont eux le véritable repère de la nation. Oui, c'est très juste. C'est vrai que les touristes, ils ne payent rien en Algérie. Ouais. Très souvent, ils sont invités au bout de 5 minutes, il faut le préciser, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui ne sont jamais allés. Il y a des lecteurs qui, quelquefois, quand ils ont la connaissance que je me trouve, par exemple, quand ils savent que je suis en Algérie, ils demandent à me rencontrer. Bien sûr, quelquefois, si c'est une famille et tout, des fois, je les invite chez moi, carrément. Mais si ils sont nombreux, je les emmène dans une brasserie. Et on est là, peut-être 15, 20 personnes, on boit. Quand je vais pour payer, c'était déjà payé par quelqu'un par qui personne ne sait. Ça arrive tout le temps, c'est incroyable. Cette générosité, on la trouve nulle part au monde. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Vous êtes un grand voyageur et moi aussi, j'ai jamais vu ça. Non.
D'ailleurs, les gens ne nous croient pas des fois quand on raconte et que personne n'allait en Algérie Tant pis pour eux. dans le groupe. Ce sont des C'est gens vrai, qui- ils vont y aller là. Ils croient à la licorne, mais ils ne croient pas à la générosité des êtres humains. C'est vrai. C'est terrible. Et donc, vous êtes né à Kenatsa, aux portes du désert, hein, c'est Oui. bien ça. Et dans le sud-ouest de l'Algérie, quels sont les lieux qui vous sont le plus chers aujourd'hui? Bien sûr, il y a Oran, on va en parler. Et où vous retournez souvent, ou à chaque fois que vous y allez, vous vous dites, ah, c'est ça mon pays. Ou finalement, c'est toute l'Algérie, C'est peut-être? toute l'Algérie. Moi, j'ai été soldat, donc j'ai eu C'est ça, la c'est bien de le chance- raconter. la chance de nomadiser à travers mon oui. pays. Quelle chance. Pays immense. Oui, j'étais dans le Sahara, dans les Hauts-Gard. Je connais le Tassili, la Kabylie, je connais l'Oranie, le centre. Partout où j'ai été. C'est un pays fantastique. Et Kenatsa, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un village totalement sinistré. C'est D'accord. un village qui est complètement oublié et à chaque fois que j'y m'y rends, je suis très en colère contre mon pays. C'est la D'accord. seule fois où je suis très en colère contre Oui. mon pays. Parce que je trouve que d'un seul coup, cette partie du sud algérien, il est considéré comme un territoire d'indigènes. C'est-à-dire on est perçu comme les Algériens avaient été perçus sous le joug colonial. Voilà, je viens dans un village qui s'appelle Knatsa, qui a donné au monde l'écrivain le plus connu au monde. Il a donné Pierre Rabhi, il a donné Rabah Sba, il a donné Melika Moqaddam, il a donné Allah, qui est le magicien du luth, qui a donné d'autres célébrités qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'y a jamais eu une visibilité accordée à ce village-là. Et pourtant, quand vous arrivez, je peux traverser tous les villages, aucun enfant, aucun lycéen, aucun collégien ne me reconnaît. C'est terrible. Et je suis allé voir le maire, j'ai dit, mais pourquoi vous ne parlez jamais à ces jeunes qu'ils ont de qui tenir? Parce qu'ils sont complètement isolés, complètement marginalisés, et ils ont l'impression de compter pour des prunes, qui ne sont rien du tout. Alors qu'ils ont des gens qui sont partout dans le monde, qui ont de quoi être une audience fiers. planétaire, oui. Et s'identifier. Donc, et ces jeunes, tous les jeunes du monde ont besoin d'un mythe et d'un idole. Oui. D'une idole. Très Ils ont important. besoin de ça. C'est ça qui fait avancer les choses. Et vous ne leur dites rien. Vous ne leur dites pourquoi. Pourquoi quand je vais au Brésil, je marche à Rio de Janeiro ou bien à São Paulo, il y a des gens qui m'arrêtent. Pourquoi quand je vais en Grèce, c'est la même chose. Et pourquoi dans mon village natal, personne ne me reconnaît? Comment c'est possible? C'est terrible. Donc moi, c'est le seul moment où j'en veux vraiment à l'État algérien, bien sûr en dehors de l'ingratitude qu'ont connue toutes les célébrités algériennes, que ce soit des comédiens ou bien des écrivains ou bien de grands intellectuels algériens qui ont été complètement marginalisés et chosifiés et parfois vilipendés par l'État algérien. Vous sentez qu'il y a une ingratitude vis-à-vis de vous? Terriblement. Je n'ai jamais vu Pourtant, un vous pays... avez été militaire. Oui, Vous alors. avez tout donné, malgré tout. Oui, maintenant. Et même maintenant, ils reconnaissent pas. Montrez-moi un grand écrivain ou un grand universitaire ou un grand savant qui a une véritable visibilité en Algérie. Rien. C'est de La l'ingratitude. culture est un Oui. petit peu sous-estimée, seulement. qu'on C'est puisse le dire. parent pauvre. C'est le parent pauvre. C'est vrai. toutes C'est les- important de le rappeler. Qui sait, peut-être que les autorités algériennes changeront ça un jour. Non, ils ne changeront pas. Moi, je garde toujours espoir. Non, ce qu'il faut changer, Inch'Allah. c'est le peuple qui peut changer les choses. Oui, Voilà. c'est juste. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable ce que vous dites sur Kenatsa, que les jeunes, ils vous connaissent pas. Oui, Alors que vous les représentez dans le monde entier. oui. Quelle fierté d'avoir quelqu'un qui est né quand même Mais dans bien votre sûr, c'est village. comme ça qu'on les sensibilise. Mais bien sûr. C'est comme ça qu'on les sort un petit peu de ce manque d'intérêt pour soi. Parce Ouais. ils sont considérés comme des indigènes. Ils rasent les murs. Et ils n'ont pas De référent. quel horizon pour eux, quel avenir. Voilà, C'est ils vrai. n'ont pas ce sentiment d'appartenir à une grande nation, mais plutôt à une communauté qui est complètement marginalisée. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, il y a l'Algérie du Nord et l'Algérie du Sud. Et c'est vrai que l'Algérie du Sud, c'est que tardivement que vraiment on commence à la valoriser, tout ce qui est Sahara. Pas encore. C'est Non. encore le début. Non, pas moi, encore. j'y suis allée tardivement, parce que moi, je suis Pour les originaire du touristes, Nord. oui, peut-être. Ouais. Bon, ça devient de l'attraction, peut-être. Mais pas assez, vous dites. Mais c'est pas Ouais, assez. c'est vrai. C'est pas assez. Mais c'est un pays qui est très grand. Et c'est vrai que l'Algérie du Sud, c'est un pays en soi, presque. C'est un autre univers, je trouve. C'est ça la magie de l'Algérie, c'est ça. Tout à fait. C'est une mosaïque exceptionnelle. C'est un aquarium multiforme,
Voilà, vous allez dans Kabylie, c'est un autre monde. Vous allez dans l'Oranie, c'est un autre monde. Dans le Sahara, dans les Hogar, le Tassili. Mais c'est magique. C'est peut-être l'un des pays les plus fabuleux qui puisse exister au monde. Et dans le sud, vous avez eu l'occasion donc Oui. de visiter. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? J'ai passé 3 années dans les Hogar quand même. Ouais, c'est vrai. J'étais aussi dans le Tassili. Ça chance. faisait partie de mes Magnifique, missions, de mon travail. J'étais responsable sur le plan purement opérationnel, hein, j'étais responsable de 1100 km de frontières avec le Mali, 800 km et 300 km avec le... Non, 300 km avec le Mali et 800 km avec le Niger. Donc j'ai vu, j'étais à Tinzaouatine, à Ngezem, je sais pas, à Timiaouine. C'est fou. C'est fou, nous avons la chance d'avoir ce pays. C'est vrai que... Encore faut-il le mériter. Et donc, pour revenir donc à l'Algérie, il y a le football. Bon, bien sûr, il y a la Coupe du Monde en ce moment, au moment où on enregistre. Nous sommes tous fous Al-Khadra. Et bien sûr, on a été qualifiés, ce qui est vraiment génial. Ouais. Il y a un énorme enthousiasme dans le monde entier, pas que des Algériens d'ailleurs, pour cette équipe. Et on espère qu'ils vont gagner, hein, l'avenir nous le dira. Et qu'est-ce qui fait que ce sport, en fait, il inspire tellement les Algériens? Comment vous expliquez ça? Parce que c'est vrai que le foot, c'est un peu comme en Italie, en Algérie. Parce qu'il y a un drapeau. Ah, voilà, drapeau, on n'en avait pas encore parlé. Et quand ce drapeau se lève, et ici, quelque part, c'est toute la nation qui se lève avec lui. Voilà, nous avons été privés de beaucoup de choses pendant 4000 ans. Nous avons été colonisés, vandalisés, dépersonnalisés. On a connu les pires épreuves à travers les âges. Et maintenant, nous nous réclamons de quelque chose qui pourrait peut-être nous donner, nous permettre de renaître de nos décombres. Je ne dis pas de nos cendres, parce que personne, nous ne sommes pas des phénix, nous sommes mieux encore. Oui. Nous sommes capables de renaître de nos décombres. Et c'est ça peut-être ce drapeau qui devient un petit peu notre phare. Il devient ce repère inébranlable, inflexible, qui nous appelle à être toujours vigilants et à aller de l'avant. Et donc cette passion du foot, elle est justement racontée dans un film intitulé Team Gad, qui passe sur la plateforme de streaming mondiale TV5 Monde+. Et là, on y voit des jeunes qui jouent au foot dans une ville qui abrite un des sites archéologiques les plus connus en Algérie. Oui. Et donc, je voulais vous faire réagir un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? On en a déjà un peu parlé, mais de ce dialogue entre patrimoine, jeunesse, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est assez original quand même comme film. C'est original, mais malheureusement, il n'y a pas une connexion véritable. C'est-à-dire notre jeunesse ne connaît pas très bien toute la portée de son patrimoine historique et archéologique. C'est un peu un film idéaliste, finalement. Pardon? C'est peut-être un peu un film idéaliste, hein, finalement. Peut-être, mais ce terrain-là où jouent des jeunes est porteur d'une histoire. Ils n'ont pas conscience. C'est la mémoire, c'est le réceptacle de toutes les mémoires de la nation. Mais ces jeunes qui jouent, est-ce qu'ils en savent quelque chose? Ils ne savent pas grand-chose, malheureusement. Et peut-être qu'en regardant le film, on aura des réponses. Je vous invite. Peut-être. Allez jeter je le souhaite. Un œil, c'est un film qui est assez inspirant en tout cas. Il y a des villes qui me snobent, moi je me rappelle, il y a des villes qui n'osent même pas me parler, qui ne daignent même pas me parler. Je suis là, je peux parler. Elle ne m'inspire rien du tout. Et quelle je sens ville? Des noms. Non, des noms, par exemple, São Paulo. C'est vrai? Oui, São Paulo ne m'a pas parlé du tout. Alors que Rio de Janeiro, ça a été... Dans le même pays, ils sont aux antipodes. Dublin, par exemple, c'est une ville qui m'a snobé. C'est vrai? Ici? Oui. On dit que les Irlandais sont sympas? Non, mais il y a des villes, ça dépend. Ouais, moi, ça vous a pas... Voilà. Il y a des villes. En Chine, par exemple, j'ai été beaucoup plus heureux à Macao qu'à Hong Kong. J'ai été beaucoup plus heureux à Pékin qu'à Shanghai. Alors, par exemple, il y avait des choses qui se manifestaient quelque part et qui me traversaient comme des fulgurances comme ça et que j'aurais pu, en les pourchassant, à aboutir à quelque chose, à une inspiration écrite. Alors, Pékin, par exemple, qu'est-ce qui vous a attrapé? J'aime beaucoup Pékin. Il y a cette charge historique qui est là. Je m'en doute, la petite muraille, là, que tout le monde connaît. Quand vous allez... La grande muraille, bien sûr. Quand vous allez, par exemple, à la cité interdite,
Vous tendez l'oreille, quelquefois, vous entendez respirer un sultan, un souverain. Voilà, il y a des fantômes partout. Moi, je suis quelqu'un qui traque les fantômes. Par exemple, avec Rio Salado, c'est le village, il y a à peine à 1 heure d'Oran, même pas. Eh ben, quand je suis arrivé dans ce village, j'ai tout de suite compris qu'il sera le décor de l'un de mes plus importants ouvrages. Alors qu'à l'époque, je n'avais même pas commencé à publier. C'était au début des années 1980. Quand je suis entré dans ce village, je me suis dit, il y a quelque chose. Et j'avais le sentiment de voir ou d'entrevoir des fantômes au coin des rues. Chaque fantôme voulait me raconter un peu son histoire. Alors, il y a quand même... Et ça vous a inspiré quel roman, pour ceux qui ne l'auraient pas lu? Ce que le jour doit la nuit. Voilà, un des plus célèbres. Donc, sans dévoiler l'intrigue, bien sûr, on comprend que ça parle de la Palestine. Et encore. Et encore. Mais c'est quoi les grands thèmes qui vont traverser finalement ce roman? Je parle du début qui vous attrape immédiatement. C'est quelqu'un qui recouvre la vue. Ouais. Et c'est mystérieux. Et on ne comprend pas. Mais je préfère laisser ça, c'est un travail. Il faut... Juste pour vous dire, c'est très métaphorique, c'est très beau. Mais j'aimerais bien que vous nous en disiez plus. Il y a des gens on n'a pas compris, j'ai entendu une fois une critique, on n'a pas compris pourquoi. Bien parce que tu n'es pas à la hauteur, tout simplement. D'ailleurs, il caracole dans les ventes, j'ai vu. Oui, bien, parce il marche que fort. J'ai un lectorat qui me fait confiance. Voilà, les lecteurs. Et donc après une œuvre aussi immense, qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire chaque matin? On en a parlé, c'est le livre qui vient à vous, c'est vraiment ça? Oui. C'est ça, c'est tout le temps ça? Oui, c'est tout le temps ça, oui. C'est fascinant ça quand même. Oui, et il me prend en otage. Il me dit, écoute, c'est ce que j'avais dit à un écrivain qui malheureusement a choisi le mauvais camp. Je lui ai dit, le monde est gouverné par les discours politiques, les discours de haine, les discours de fascistes par endroit. Et ce discours-là n'a peur que d'une seule voix, la nôtre, celle des poètes. Et nous devons, œuvrer pour que notre parole soit plus puissante que la parole de ceux qui divisent, de ceux qui veulent le malheur de l'humanité. Voilà. Et c'est ça notre véritable vocation dans le moment. Les poètes sont faits pour tout simplement essayer de tempérer toutes les tensions qui secouent l'humanité aujourd'hui. Et surtout, leur véritable vocation peut-être, le plus grand devoir, la plus grande mission, c'est d'aider les gens à accéder à une certaine sérénité. Parce que quand on est dans un monde où on a renoncé à notre libre arbitre, les gens ne pensent plus par eux-mêmes. Ils vont à la télé, ils écoutent comme ça. Ou sur les réseaux sociaux. Par des charlatans, c'est ce que j'appelle moi la grande ménagerie. Aujourd'hui, surtout en France, je le dis, les médias, certains médias, surtout comment on appelle ça, les médias, les chaînes info en continu. Ben, pour moi, comme CNews peut-être. Oui, CNews ou BFM, ce sont tout simplement de la grande ménagerie. Il n'y a que des chats huants, il y a des singes hurleurs, il y a des oiseaux moqueurs. C'est une faune. C'est les fables de La Fontaine. Oui, non, en pire. Même lui, il n'imaginait pas. Voilà. Non, c'est une belle ménagerie. Effectivement, certains se reconnaîtront peut-être. Quelquefois, ou les reconnaîtront. Moi, je voudrais juste leur poser une question. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Oui. Quand vous faites ça, quand vous êtes en train d'insuffler toutes les mauvaises influences dans le cœur des gens, dans les esprits des gens, qu'est-ce que vous voulez? Et vous voulez la guerre? Vous voulez le malheur à ce pays? Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils se rendent compte de leur... Ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Si jamais ça bardait, ils seront les premiers à se tailler. Ouais, souvent, malheureusement. On a connu ça en Algérie aussi. Eh oui. Voilà. Et donc, justement, si vous deviez conseiller 3 de vos romans à quelqu'un qui ne vous a jamais lu, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui ne vous ont pas encore lu, lesquels vous choisiriez et dans quel ordre? Alors, vous avez traité de thématiques difficiles, variées, la guerre, l'exil, le terrorisme, les fractures du monde, mais il y a toujours une place à l'espérance. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Ouais, dans tous mes livres, c'est très important de le dire. Même si je racontais... même si je prenais par exemple mon lecteur et je l'emmenais au cœur même de la tourmente, je lui laisse toujours entrevoir une belle lueur. Alors, si on avait 3? Je les emmène en enfer non pas pour les brûler, mais pour les éclairer. Ah oui, bien dit. Mais si on avait 3 alors, 3 livres, qu'un qui vous a jamais lu? Non, j'ai pas le droit. Je pourrais dire à un lecteur, le livre qu'il peut éviter de lire, c'est le Dingo Bistouri.
C'est un D'accord, roman de celui-là- guerre. Voilà, c'est juste. c'est Celui-là, un on livre- l'oublie. Voilà, on l'oublie pas parce que quand même, Quand même, ça m'a coûté. dans la gare. Oui, c'est un roman de guerre. On est là, on n'attend rien de lui. Ça on attend le train, donc ou le bus et c'est tout. Mais les autres, il peut choisir ce qu'il veut. D'accord, donc les autres, vous les aimez tous. Ok, donc il y a de quoi lire. Et c'est super. Donc, pour conclure, quel message vous aimeriez transmettre aux jeunes lecteurs qui découvrent vos livres et plus largement tous ceux qui croient que la littérature peut changer le monde? Ben, pas seulement mes livres. Moi, ce que je demande aux jeunes, c'est de lire. Le lire, je le dis, je le répète. Très beau message. Oui, il faut que le livre redevienne le véritable compagnon de route de chaque personne. Il faut que ce soit ce que moi j'ai toujours présenté le livre comme une torche de poche. C'est une torche de poche qui nous permet d'éclairer toutes les zones d'ombre que nous traversons, les zones d'ombre dans la vie ou bien nos propres zones d'ombre. Alors le livre, ça doit être vraiment le tapis volant qui nous emmène où nous voulons aller. C'est très juste ce que vous dites. Une fois, quelqu'un en Inde m'avait dit, un livre, ça te trahira jamais. Ce sera toujours avec toi. Tu Ouais. l'auras toujours, c'est ton compagnon de route. Ouais. Et merci pour cette belle C'est conclusion, moi, c'est Yasmina moi. Khadra. Merci pour toute cette sagesse. Et c'est vrai qu'on a besoin d'entendre des gens comme vous qui appellent à la paix, à la sérénité. Ça fait du bien, ça fait une bouffée d'oxygène. Et il faut dire la vérité, même si elle nous rend ridicule. Oui, exactement. Même si elle nous rend ridicule, Ouais. il faut avoir l'humilité, l'honnêteté d'avoir ces propos. Merci beaucoup. Et merci à notre partenaire TV5 Monde et à cette plateforme TV5 Monde Plus. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Pod Trip. Au revoir. Merci Bye encore. bye.